bienvenue à vous. C'est l'heure de votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver pendant ce mois sacré de Ramadan. Et oui, Ramadan est une période de jeûne, de spiritualité et de réflexion. Mais au-delà de l'aspect religieux, c'est aussi une période où le corps subit pas mal de changements. Et oui. Et aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du jeûne, bien sûr, mais des bienfaits du jeûne sur la détoxification de notre organisme en général, et aussi comprendre le lien entre l'inflammation et les maladies chroniques. Tout simplement pour vous aider à passer un mois de Ramadan tout en sérénité et en bonne santé surtout. Ça sera en deuxième partie bien sûr avec nos invités. Nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Nasreddin Ben Abdeslam qui est nutritionniste et professeur Mustafa Benamer qui est chef de service médecine interne à l'hôpital de Rouiba. Mais avant cela, place aux rubriques et c'est avec les filles. Bonjour les filles, bonjour Widad. Bonjour, ça va, vous allez bien? Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors, je te tutoie. Bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui. C'est vrai que vous m'avez manqué quand même. Oui, moi aussi. Ah bah, très bien. Oui, Dada Gabi, notre médecin de Ma famille, ma vie. Et avec toi aujourd'hui, nous allons parler de... Alors, du ramadan au féminin. Ramadan au féminin. Et bien sûr, Lina Deramchi, avec toi, nous allons parler de... Donc, la détoxification pendant le mois de ramadan, détoxifier le corps, l'esprit et le cœur. Beaucoup plus émotionnel, on va dire. Super, un beau programme et on commence tout de suite avec l'avis de l'expert et Widad Gabi. Alors, le jeûne au féminin. Donc, nous allons parler surtout des femmes aujourd'hui. Donc, quand on parle de jeûne au féminin, on veut bien sûr parler des femmes enceintes, des femmes allaitantes, et puis aussi une catégorie de femmes qui ne voudraient pas, on va dire, ne pas jeûner ou ne pas pratiquer le jeûne pendant le mois sacré de Ramadan, qui essaient et souvent, malheureusement, en s'automédiquant, en prenant la pilule, sans savoir vraiment quelles sont les répercussions de cette prise qui n'est pas encadrée par un médecin. Donc, on va voir tout ça avec toi. Aujourd'hui, on commence par la pilule. Exactement. Oui. Alors, pour le mois de ramadan, donc, vous savez très bien que le jeûne est très sacré dans notre religion. Et donc, tout le monde veut bien jeûner, même ceux qui ont des maladies et même certaines situations physiologiques. Donc, elles se demandent, les femmes qui sont enceintes ou allaitantes, elles se demandent si elles peuvent jeûner ou pas. Maintenant, par rapport aux femmes qui ont... on sait très bien que la femme, elle a chaque mois des menstruations, il y a un cycle menstruel. Et parfois, ça coïncide avec le mois sacré. Donc, c'est les jours de menstruation donc, qui impliquent que la femme ne doit pas jeûner. Exactement. Donc, et puis, il y a des femmes qui veulent, on va dire, supprimer cette petite période pour justement jeûner tout le mois du ramadan. Est-ce qu'il est possible déjà de le faire? Alors, on va dire médicalement parlant et en utilisant certains médicaments, c'est possible de le faire. D'accord. Après, certaines femmes s'automédiquent toutes seules, donc elles achètent la pilule œstroprogestative en pharmacie sans avoir recours à un avis médical et elles vont la prendre parfois d'une manière qui n'est pas sécurisée et sans savoir quelles sont les contre-indications et quels sont les effets secondaires. Parce qu'avant de prendre une pilule, on va chercher quelles sont les contre-indications. Il y a certaines situations que le médecin doit prendre en considération et donc il va de cela décider s'il va donner ou pas la pilule à cette femme. Et les femmes qui prennent toutes seules la pilule, elles ne savent pas et elles ne connaissent pas ces contre-indications, notamment certaines maladies chroniques, donc l'hypertension artérielle, des femmes qui ont des maladies thromboemboliques. Donc il y a certaines situations qui sont vraiment à risque. Et aussi, il y a des effets secondaires. Et puis, toutes les pilules ne sont pas pareilles. Il y a plusieurs formes, on va dire, de pilules. Donc, pour savoir quelle est la bonne, ce n'est pas en demandant à sa voisine, à sa copine ou à sa sœur qu'on peut aller acheter une pilule et puis s'automédiquer. C'est dangereux pour la santé. Il y a des répercussions qui peuvent être graves, surtout avec une maladie chronique liée. Mais le fait aussi de l'arrêter subitement juste après Ramadan, parce qu'en général, on la prend avant Ramadan pour ne pas avoir tout le mois de Ramadan et puis après l'arrêter tout de suite après Ramadan. Ça a aussi des répercussions sur la santé. C'est tout le cycle qui est chamboulé. Tout à fait, oui. Donc il y aura justement des conséquences, surtout sur on va dire sur la production des hormones. Donc il y aura un dérèglement hormonal. Ça peut aussi engendrer justement, donc quand on arrête, peut-être il y aura un dérèglement par rapport au cycle du fait du dérèglement des hormones.
hormones. Ça peut donner des effets secondaires, notamment des thromboses. Donc la femme, elle peut avoir des thromboses veineuses profondes au niveau du cerveau, au niveau des membres. Donc c'est très dangereux. Et même une embolie pulmonaire qui peut être très grave pour la santé de la femme. Et aussi, donc, ça peut prendre la pilule, ça peut exposer à certaines maladies. Surtout que si on ne prend pas en considération les antécédents de la femme, donc les contre-indications et tout, donc la femme elle aura des problèmes de santé par la suite. Par contre, si cette femme veut faire ça, elle doit s'orienter vers un médecin et c'est le médecin qui doit décider si elle peut le faire ou pas. Et puis donc l'état physiologique des menstruations donc, est fait justement pour l'équilibre de notre corps. Oui. C'est pas pour rien. Donc on a cette petite période de jours où on a des menstruations pour justement rééquilibrer nos hormones. Voilà. Détoxifier le corps en quelque sorte, puisqu'on parle de détoxification aujourd'hui. Donc la nature est bien faite. Exactement. Si on a nos menstruations, c'est justement qu'elles sont utiles. Et le fait de les supprimer en quelque sorte pour un mois de temps n'est pas forcément recommandé. Donc c'est le médecin qui doit autoriser ou pas et prescrire la pilule, tout simplement. Et voilà. Justement, et pas d'automédication, surtout parce qu'il existe plusieurs types de pilules, tu l'as bien dit Mounia, et il y a plusieurs risques justement. Voilà. Très bien. Et nous pensons aussi bien sûr aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Nous allons commencer par les femmes enceintes. C'est vrai que 9 mois, c'est en général 9 mois de grossesse. On va dire que le début n'est pas toujours facile avec je n'ai pas envie de dire symptômes, parce que quand on dit symptômes, on dit maladie, mais on les appelle les sympathiques, les signes sympathiques. Les signes, voilà. Merci Felida aussi qui me dit les signes sympathiques, ces signes sympathiques qui ne sont pas si sympathiques que ça. Vomissements, on ne supporte pas les odeurs, on ne supporte pas mal de choses, on est affaibli, notre système immunitaire aussi est affaibli, donc jeûner peut aussi affaiblir encore plus cette femme enceinte. Exactement. Oui. Alors pour les femmes enceintes justement, ou bien même allaitantes, donc on prend en considération non seulement l'état de santé de la femme, mais aussi l'état de santé de leur bébé. Ouais. Donc on prend les deux côtés et c'est de là qu'on va décider si la femme elle peut jeûner ou pas. Donc pour les femmes enceintes, il y a des situations où elles ne doivent pas jeûner justement, parce que ça donne, enfin on va dire, ça cause un risque sur leur santé, ou bien sur la santé de leur bébé. Donc les femmes enceintes, premier trimestre, si elles ont les signes sympathiques, donc vomissements, nausées, ça peut donner une déshydratation, ça peut donner des troubles électrolytiques, c'est-à-dire qu'il y aura manque de potassium, manque en sodium, tout ça c'est à cause des vomissements. Si elle va encore jeûner, on va encore aggraver la situation. Et cette déshydratation, elle va se répercuter non seulement sur la santé de la maman, mais aussi la santé de son bébé. Aussi, donc, les femmes enceintes qui ont des maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle, le diabète gestationnel aussi. Oui, donc c'est des situations que la femme, elle ne doit pas jeûner parce que ça l'expose à un risque. Donc justement, le bébé, il peut avoir justement des répercussions et des complications, et elle aussi. Et on a des situations où, par exemple, la femme, elle a un risque d'accouchement prématuré. Ça aussi, c'est l'une des causes où la femme, elle ne doit pas jeûner, donc elle doit faire très très attention. Et les femmes qui font, on va dire, des malaises, donc quand elle jeûne, elle fait une hypoglycémie et une hypotension et ça lui cause un malaise ou un évanouissement. Donc ces situations doivent être prises en considération et la femme doit toujours demander à son gynécologue est-ce qu'elle peut jeûner ou pas, et c'est là où ils vont prendre une décision ensemble, bien sûr, ce qui est bon pour la santé de la maman et du bébé aussi. Surtout. Voilà, aussi. Et justement, il y a aussi des femmes enceintes qui font aussi de l'anémie. Il faut savoir que, on va dire, pour que le bébé puisse grandir, se former, il puise tous ces nutriments du corps de la maman. Donc risque d'anémie, risque de pas mal de carences. Voilà, de carences. Donc même pour l'anémie, il faudrait aussi avoir un avis médical par rapport à ça, parce que pour un peu réguler tout ça. Et puis on sait très bien que les femmes enceintes, souvent, ça dépend des femmes enceintes, chacune a ses signes, on va dire, sympathiques ou pas. Pour certaines, c'est de ne pas pouvoir manger, donc faire le jeûne et
puis le soir ne pas pouvoir manger aussi, ça peut aussi aggraver la situation. Exactement. Et puis, il y a des médicaments que la femme doit prendre, notamment le fer, par exemple, pour l'anémie. Donc, si elle jeûne et elle ne prend pas son médicament, donc ça peut lui causer des palpitations, une hypotension, donc des évanouissements et perte de connaissance carrément. C'est très dangereux pour la santé de la maman et du bébé. Voilà. Et l'importance de l'acide folique aussi, surtout dans le premier trimestre. Ah oui, c'est très très important. Donc, il y a des femmes qui ne prennent pas, qui ne consultent pas, parfois qui ne consultent même pas le premier trimestre. Oui. Elles consultent à partir du 4e mois, par exemple, de la grossesse, alors que le premier trimestre est très important et elle doit prendre l'acide folique justement pour prévenir le spina bifida. Donc, vous savez très bien que c'est une complication, on va dire, très très gênante pour la santé du bébé et même la maman, parce qu'elle aura ce bébé sur le dos toute la vie. Voilà. Exactement. Donc, justement, il faut ne pas, il faut justement prendre l'acide folique, la vitamine B9. Donc, elle est très importante pour le développement du système nerveux chez le bébé. Voilà. Et si une femme se retrouve enceinte en plein mois de Ramadan, elle découvre sa grossesse pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'elle peut, par exemple, aller consulter tout de suite après ou il faut attendre un certain temps? Quelle est la démarche qu'on va faire, on va dire? Alors, généralement, un petit retard, on attend un tout petit peu parce que de toute façon, même si on consulte, on ne va rien voir à l'échographie et même il y a des tests qui sont négatifs au début. Donc, on attend quelques jours, on va dire jusqu'à 15 jours après le retard. Et là, c'est là où on consulte la gynéco et c'est elle qui va nous orienter justement pour toutes les démarches, les bilans à faire et l'échographie, à quel moment il faut la faire. Voilà. Très bien. Et maintenant que le bébé est né, la maman a choisi d'allaiter exclusivement son enfant. Et puis, Ramadan arrive. Oui. Quand on parle d'allaitement exclusif, ça veut dire que le bébé ne se nourrit que du lait de sa maman, surtout les premiers mois, avant la diversification. Ça veut dire qu'il ne prend pas autre chose, ni de lait à côté, ni rien du tout d'autre. Alors, est-ce que la maman qui nourrit exclusivement au lait maternel son enfant peut jeûner? Alors, les mamans qui allaitent un allaitement exclusif, surtout on va dire les débuts avant qu'elle a entamé la diversification. Donc, ça peut être dangereux. Pourquoi? Si elle décide de jeûner, ça peut être dangereux parce que ça l'expose au risque de déshydratation. Donc, il y aura peut-être arrêt carrément de la production du lait. Et donc, le bébé aura un problème pour l'alimentation. Oui. Et donc, ça peut avoir aussi des répercussions sur le poids du bébé. Jeûner, donc ne pas avoir du lait, donc la lactation va diminuer et donc arrêt peut-être même carrément du lait chez la maman. Et ça peut exposer au risque pour la santé du bébé. Donc là, il faut vraiment peser le pour et le contre. Si on voit que si elle jeûne les premiers jours et elle voit qu'il y a, on va dire, diminution de production du lait, il vaut mieux qu'elle arrête et elle allaite son bébé pour avoir une bonne santé parce que nous, on va dire, on encourage l'allaitement maternel. Exactement, il nous protège de pas mal de maladies. C'est le premier bouclier immunitaire, on va dire, pour le bébé parce que c'est là où il va puiser tout ce qui va l'aider plus tard à avoir une bonne santé. Tout à fait, donc pour bébé et pour la maman aussi. Voilà. Ça lui évite certaines maladies, donc ça prévient le cancer du sein déjà. Voilà. Oui. Exactement, donc c'est très bon, ça crée un lien, on va dire, psychologique et émotionnel entre le bébé et la maman, donc c'est très important. On l'encourage et on voudrait bien que la maman, elle allaite son bébé un allaitement maternel exclusif. Voilà. Le conseil est passé, le message est passé. Pour une maman qui allaite exclusivement, l'hydratation, une bonne nutrition, c'est important aussi. Exactement. Donc, bien s'hydrater, l'alimentation, il y a certains aliments qui peuvent, on va dire, favoriser la production du lait, en prendre sans se priver. Voilà. Et donc, le bébé, s'il va prendre l'allaitement maternel, automatiquement, ça va, on va dire, encore favoriser la production du lait. Voilà. Très bien. Merci, Wided. Merci pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous passons à toi, vitalité et bien-être. Et nous allons faire la détox de l'esprit, des émotions, de tout ça, tout de suite après le jingle. Alors, Lina, Ramadan, c'est pour tout le monde, Siam, on est d'accord, c'est jeûner
pas que sur la nourriture, pas que pour la nourriture, c'est un comportement aussi, c'est des émotions aussi, c'est le stress et l'anxiété, le qlaq et tout ça aussi. Il faut aussi savoir un peu se décharger de tout ça, et ça tu vas nous l'expliquer tout de suite. Oui, alors en règle générale, quand on parle du mois de Ramadan, on a tendance à penser que c'est beaucoup plus physique qu'autre chose. Oui. Mais c'est beaucoup bien plus profond que ça, et même si parfois on ne s'en rend pas compte. Alors peut-être si maintenant je te dis oui, au mois de Ramadan, tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu te décharges émotionnellement parlant, tu vas peut-être me dire je ne m'en rends pas compte. Et bien au contraire, je suis beaucoup plus stressée que d'habitude. Pourquoi? Parce que on est stressé parce qu'on doit préparer donc le dîner, le ftour, on doit ensuite poser la table, on doit faire en sorte que tout soit prêt avant l'iftar, et c'est, on va dire, une sorte de stress, oui. Il y a le stress aussi sur la route, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui conduisent un petit peu n'importe comment, surtout pendant le Ramadan. Oui, tout le monde est un peu, on va dire, sur les nerfs. Fleur de peau. Exactement, surtout ceux qui sont, ceux qui fument, bien sûr, également. Donc on sait très bien que c'est un peu plus compliqué pour eux, mais on ne se rend pas compte à quel point on perd justement toutes ces énergies négatives durant le mois de Ramadan, et à quel point on se recharge émotionnellement parlant. Comment prendre conscience de tout ça? Ah, c'est une très très bonne question. On prend conscience de tout ça justement avec l'activité physique qu'on peut faire, et le fait déjà de faire la prière, ça a été prouvé scientifiquement. Mais la prière, et surtout durant le mois de Ramadan, est une forme de prise de conscience, notamment de cette gratitude qu'on va récolter, mais aussi de toutes nos émotions. Ça se remarque beaucoup, et même si on pose la question à certaines personnes, ils répondront tous la même chose. Étrangement, durant le mois de Ramadan, on arrive à se sentir en paix. Oui. Il y a une certaine paix qui se crée, une paix intérieure. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est une sérénité qu'on transmet avec nous et qu'on arrive à ressentir. On n'a plus vraiment autant de poids et autant de stress que pendant l'année. Exactement. Et ça, en fait, c'est lié, donc bien sûr, c'est très spirituel, c'est tout à fait normal, mais c'est aussi lié au fonctionnement de notre corps. Pourquoi? Parce que le cerveau et tout le corps se conditionnent durant ce mois-ci pour faire en sorte justement de développer cette paix et cette sérénité. Comment? À travers le jeûne. Les scientifiques ont prouvé que le jeûne était très bénéfique parce que justement, il permettait aux cellules du cerveau, mais aussi du corps, de se régénérer. Oui. Et il y a une protéine qui va se développer dans le corps, et celle-ci va nous permettre justement également de régénérer toutes les cellules de notre corps. Également, il y a dans notre cerveau, donc le système sympathique et parasympathique qui vont s'équilibrer. Et ce qui va faire que il y aura beaucoup moins de stress et de cortisol dans le corps. Donc en fait, il y aura un équilibre. La balance va se rééquilibrer automatiquement, ce qui est tout à fait naturel, mais on peut justement aider ça et l'approfondir à travers plusieurs facteurs. D'accord, lesquels? On retrouve par exemple l'amélioration du sommeil. On s'en rend pas compte. L'amélioration du sommeil, on va dire que pendant le Ramadan, c'est un peu compliqué. Plutôt le contraire. Oui. On passe nos soirées, on se dit on va récupérer un petit peu, on va profiter des soirées, surtout avec les proches, les amis, la famille et tout ça. Et puis suhour aussi, il faut se lever un petit peu plus tôt pour prendre son petit déjeuner, suhour, et puis revenir dormir après ou ne plus dormir. Voilà, c'est un petit peu complexe par rapport à ça. Mais le fait déjà de jeûner, ça, on jeûne toute une journée, et le sommeil ici est très important, il est crucial. Car ce ne sera pas un sommeil donc normal, ce sera un sommeil récupérateur. Le corps aura besoin de récupérer. Donc le sommeil ici est crucial. Les conseils que je pourrais donner par exemple au niveau du suhour, on pourrait par exemple manger avant l'heure. Donc au lieu de manger vers 4h, 4h30. Exactement, on pourrait manger bien avant, peut-être avant de se coucher. Prendre un repas assez consistant, ou par exemple un yaourt avec des graines de chia. On sait très bien que les graines de chia, ça va nous permettre, ça va donner cette sensation de satiété, voilà. Et boire beaucoup d'eau, s'hydrater, mais de préférence dormir pendant le mois de Ramadan. Je sais que le conseil va paraître un peu compliqué, c'est pas facile. On peut toujours faire des siestes. Exactement. Voilà, l'après-midi. Les siestes aussi, oui, ça peut être récupérateur, mais je maintiens quand même l'importance du sommeil parce que le corps en a vraiment besoin. Et le fait déjà qu'il n'y ait pas un bon sommeil, c'est ce qui va pousser le corps à développer un peu plus de cortisol. Et donc cette hormone du stress est ce qui va faire que durant toute une journée, on sera vraiment, le corps sera en alerte, et donc tout le métabolisme va changer. Et même la digestion des aliments sera très mauvaise parce que
le corps ne fonctionne pas correctement, n'a pas eu le temps de récupérer et les cellules n'ont pas eu le temps de se régénérer. Le Ramadan, c'est déjà un chamboulement pour nos habitudes, notre quotidien, pour notre corps. Nous n'allons pas aggraver la situation, donc écoutons plutôt notre corps. S'il demande du sommeil, dormons. S'il demande de moins manger, mangeons moins, mais plus équilibré. Exactement. Mais on peut toujours aussi faire des exercices. Oui. On peut toujours faire des exercices de respiration ou autre chose pour se... Et ça, c'est une décharge aussi émotionnelle, donc à travers le mouvement. Et le mois de Ramadan est la meilleure période justement pour pratiquer une activité physique. Parce que au-delà du fait de bien dormir, l'activité physique aussi entre en jeu et a une très grande importance. Le fait de jeûner et de pratiquer également une activité physique est très très bénéfique pour notre corps, pour notre système immunitaire, pour notre cerveau, vraiment pour l'intégralité. L'activité physique, d'accord, mais à quel moment? C'est ça, c'est la question qu'on se pose. Alors, est-ce que c'est avant le ftour et à ce moment-là, on sera vraiment fatigué quand même? Oui. Est-ce que c'est après le ftour, on attend un peu et puis... Même si c'est juste une marche, l'essentiel c'est de ne pas rester assis. Voilà, c'est le conseil principal. Qu'est-ce qu'on fait? Ou le matin après sport pour les matinaux? Ça dépend de ton objectif. Oui. Par exemple, moi ce que je conseille, durant le mois de Ramadan, pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est la meilleure période. Parce qu'on est en déficit calorique, la plupart d'entre nous. Bon, pour ceux qui font Ramadan, enfin qui jeûnent, parce que Ramadan, c'est la façon dont on le fait, c'est pas toujours très équilibré. Oui, c'est pas toujours très voilà. Et puis jeûner, c'est aussi être encadré. C'est pas 3-4 plats, 2-3 bourraquettes et l'hlou. Et d'ailleurs, à la fin, je vais vous donner un petit conseil qui sera bénéfique quand même. Mais on peut faire un déficit calorique durant le mois de Ramadan. À ce moment-là, l'activité physique se fera avant le ftour, quand on sera donc en période de jeûne. Mais sinon, quand on parle d'activité physique, on ne parle pas donc par exemple de fitness, courir, pas du tout. Il y a de simples étirements, par exemple le stretching, le yoga, la respiration, la méditation. S'allonger 5 minutes est une forme de méditation. La prière est une forme de méditation. Tarawih, voilà. Bien sûr. Et tout ça, ça reste bénéfique pour notre corps. Alors qu'on le fasse avant le ftour, s'asseoir 5 minutes et puis bon, respirer, inspirer par le nez, expirer. C'est très relaxant, ça va détendre notre corps et puis notre esprit également. Ça va libérer certaines émotions. Puis après le ftour, déjà bon, moi je félicite toutes les femmes parce qu'après le ftour, on fait quand même la vaisselle, on nettoie. Ah, oui. Donc c'est une forme d'activité physique finalement. Minda, qu'on a une machine qui fait aussi. Ah oui, bon, même si elle le fait, on est obligé quand même de débarrasser la table. Donc ça va. Il y a une petite activité physique qui se met en place, c'est vrai. Là, c'est après le ftour. Mais on peut toujours intégrer des petits mouvements très doux et délicats, pas forcément une longue durée, donc 1 heure ou pas du tout, 15 minutes, 10 minutes. Il faudrait juste commencer. Le fait déjà de commencer, qu'il y ait cette intention et puis qu'il y ait ce petit changement dans notre quotidien va encore favoriser cette sérénité qu'on développe et cette paix intérieure. Et ça va nous permettre aussi de faire un équilibre dans nos émotions. Donc remarquer un peu la différence de ce qu'on ressent, de ce qu'on libère, de ce qu'on relâche et se ressourcer de bonnes énergies. Ah bah, très bien. Voilà. Merci Lina pour tous ces conseils. Le dernier conseil que je pourrais donner, bien sûr. Donc avant de rompre le jeûne, lorsqu'on rompt le jeûne, on commence toujours avec une date, un verre d'eau. Et puis moi, je vous conseille d'attendre quelques petites minutes avant de manger. Bien sûr, je sais qu'on a toujours faim, mais de préférence, ça serait au moins d'attendre 3 à 4 minutes pour que votre métabolisme reprenne, on va dire, et puis déjà redémarre. Exactement, redémarre, et pour qu'on digère mieux les aliments. Ah bah, prendre le verre d'eau et prendre la date, aller faire la prière qui est aussi une activité physique. Et revenir et manger. Et revenir et manger. Peut-être le verre d'eau, la date et une petite shorba, malish. D'accord. Shorba? Oui. Pas trop grasse? Pas trop grasse. Pas trop grasse. Bon, et une date? Parce qu'on dit on rajoute 3. Si ça continue comme ça, on va remettre tout le plat. Merci Lina. Un dernier conseil avant la fin, parce que c'est la fin de la première partie avec vous. Mangez bien, dormez bien, hydratez-vous très très bien et faites une petite activité physique et surtout libérez vos émotions et profitez de ce mois sacré pour vous ressourcer de bonnes énergies. Voilà, et prenez le temps de respirer. Exactement. Voilà. Oui, dernier conseil. Il faut prendre soin de sa santé pendant le mois de Ramadan parce que c'est une occasion justement pour redémarrer à zéro notre corps et notre psychique aussi. Voilà. Merci Widet. Merci. Merci Lina. Merci à toi. Même si c'est pas encore l'heure, mais bon. aussi. Et tout de suite, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Ce sera juste après ceci.
De retour sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie. Aujourd'hui, nous parlons de détoxification. Nous parlons du jeûne, de Ramadan bien sûr, mais de détoxification, de maladies inflammatoires, des maladies chroniques aussi. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Mustapha Benamer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service en médecine interne à l'hôpital de Rouiba. Oui. Merci. Madame. Avec nous aussi, docteur Nasruddin Ben Abdeslam. Bonjour. Vous êtes docteur en nutrition et pathologie. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, nous allons commencer par la détoxification. Expliquer ce que c'est que la détoxification. C'est vrai qu'on a entendu parler beaucoup de détoxification ces derniers temps avec des jus détox. Tout le monde aime tout cela. Mais est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est que la détoxification et une définition, voilà, avec vous? Voilà, une définition, disons, brève. En fait, la détoxification, c'est un processus d'élimination des toxines du corps. Donc, un processus qui se fait naturellement, donc à l'état, donc quand on est en bon état, donc l'organisme il se détoxifie à l'état normal. Et puis, il y a d'autres situations où on booste encore la détoxification. Par exemple, en étant en phase de jeûne. Donc ce process il va être boosté encore en plus. Donc on va forcer un petit peu le corps à éliminer les toxines donc, qui sont stockées donc, depuis longtemps, depuis des mois et des mois. Et ce genre de toxines, ils ont plusieurs sources, en fait, alimentaires et non alimentaires. D'accord. Donc voilà, en gros, il y a des organes donc, qui sont spécifiques, tels que le foie, les reins et d'autres organes aussi. Voilà. Donc la détoxification se fait naturellement dans notre corps. Le jeûne aide à la détoxification, mais on voit aussi pas mal de recettes, d'astuces sur les réseaux sociaux. Vous savez, tout le monde maintenant est connecté et tout le monde adore voir tous ces petits conseils. Et on est tenté d'essayer tout ça. Mais est-ce que ça marche réellement de prendre un jus de krafs ou un jus de citron à jeun toute la journée? Est-ce que ça va aider ou ça va plus être délétère? Alors, il y a des recettes qui aident vraiment. Donc, par exemple, il y a des recettes ou bien des aliments qui sont riches en soufre, par exemple, ça aide un petit peu le fonctionnement hépatique. Donc, et le foie, c'est l'organe le plus responsable de cette fonction. D'accord. Il y a d'autres recettes qui n'ont pas d'intérêt. Donc, c'est beaucoup plus commercial, du marketing, beaucoup plus. D'accord, très bien. Alors, ce que je vous propose, avant de continuer notre débat, de ce qu'on va parler tout de suite, je vous propose de suivre un reportage de notre journaliste Yasmine Chur et on revient tout de suite après. Le mois de Ramadan est une période spirituelle intense, mais c'est aussi un moment où le corps et l'esprit sont soumis à des défis quotidiens. Le jeûne, qui dure de l'aube jusqu'au coucher du soleil, impose une rupture totale avec nos habitudes alimentaires, mais peut également devenir un moment idéal pour améliorer notre bien-être physique. Pourtant, comment maintenir un équilibre nutritionnel tout en respectant les préceptes de ce mois sacré? Comment le jeûne peut-il devenir un véritable atout pour la détoxification du corps? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la détoxification? Le terme détox désigne un processus naturel par lequel le corps élimine les toxines accumulées. Pendant le jeûne, ce processus est amplifié car le corps est moins sollicité par les apports alimentaires constants. Le défi principal pendant Ramadan est de réussir à maintenir un équilibre nutritionnel tout en respectant les horaires de jeûne. Des choix intelligents permettent de nourrir le corps tout en favorisant la détoxification. Avant l'aube, il est essentiel de privilégier des aliments riches en fibres, comme les céréales complètes, les fruits et légumes. Ils libèrent lentement l'énergie et favorisent la sensation de satiété tout au long de la journée. Les protéines maigres et les bonnes graisses, comme celles contenues dans les noix et les avocats, sont également très bénéfiques pour maintenir une énergie constante. Après le jeûne, lors du iftar, l'accent doit être mis sur une réhydratation progressive et un apport en nutriments essentiels. La tentation de se régaler de mets riches et gras est souvent grande, mais il est préférable de commencer par des dattes et de l'eau, traditionnelles pour rompre le jeûne. Ces aliments sont parfaits pour redonner au corps l'énergie nécessaire sans surcharger le système digestif. La détoxification du corps pendant Ramadan passe aussi par une bonne hydratation. En effet, entre l'iftar et le suhour, il est crucial de boire suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation, un facteur majeur de fatigue et de maux de tête. Les infusions de plantes comme la menthe ou la camomille sont aussi très utiles pour favoriser la digestion et l'élimination des toxines. Mais ce n'est pas seulement l'alimentation qui joue un rôle. Le sommeil, trop souvent négligé pendant ce mois, est également essentiel pour permettre au corps de se régénérer. Un repos suffisant, couplé à une activité physique légère, aide à stimuler la circulation sanguine et à renforcer les fonctions du système immunitaire.
Enfin, il est important de se rappeler que Ramadan n'est pas seulement une période de jeûne physique, mais aussi un temps de purification spirituelle. C'est l'occasion de rééquilibrer non seulement notre corps, mais aussi notre esprit, en pratiquant la modération, en se concentrant sur l'essentiel et en prenant soin de soi à la fois dans l'assiette et dans l'âme. En conclusion, pour tirer le meilleur parti de ce mois sacré, il est crucial de maintenir un équilibre entre les besoins nutritionnels et le processus naturel de détoxification. Un Ramadan bien nourri, bien hydraté et bien reposé peut être un véritable catalyseur pour la santé, un moment de renaissance pour le corps et l'esprit. Prendre soin de soi dans l'assiette n'est pas toujours facile, c'est pas vraiment ce qu'on applique nous pendant le mois sacré de Ramadan. Et justement, j'aimerais bien votre réaction. Oui, professeur. Sincèrement, moi je suis très content de cette présentation faite par le journaliste. Et elle a résumé en fait ce qu'on appelle nous la quadrithérapie, à savoir la nutrition, le sommeil, l'effort physique et en fait le côté spirituel. Donc c'était vraiment tout ce qu'elle a dit. Pour le contenu, c'est un contenu qui a été très clair. Et je crois que tout le monde est d'accord sur ce que notre journaliste a présenté, à savoir surtout l'hydratation. Et on essaie toujours de faire comprendre, il y a l'hydratation bien sûr de toute personne chez nous et principalement la personne âgée. Parce qu'il y a un pourcentage de personnes, ce qu'on appelle les sujets âgés, qui sont durant Ramadan, qui nécessitent une attention particulière de notre part, principalement ce qui concerne l'hydratation. C'est pour cela notre journaliste a bien résumé les 4 points essentiels, comment on passe le Ramadan. On remercie Yasmine Chouir pour le reportage très clair. Très clair. Je voulais justement revenir sur le point des personnes âgées et l'hydratation. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, comme pour les jeunes enfants, on ne ressent pas la soif comme les personnes, comme les adultes. Donc la sensation de soif, on commence à la perdre, à diminuer. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes âgées. À partir de 65 ans, c'est-à-dire les besoins d'un enfant, bien sûr, elles sont plus importantes. Et pour un sujet âgé, à partir de 65 ans, le grand problème, c'est qu'il n'a plus envie de boire. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. C'est pour cela qu'on demande toujours à l'entourage de faire attention. Parce que il faudrait lui donner à boire, ça c'est très important. Très bien. Voilà. Docteur, oui. Alors, oui, vous voulez réagir aussi. Alors, il y a aussi en fait, il y a une relation entre, disons, l'activité physique spécifique pour les personnes âgées et justement le manque de sensation de boire un petit peu de l'eau. Parce qu'en fait, les personnes âgées, en prenant de l'âge, donc on perd un petit peu de la masse musculaire. Et puis les muscles, ils sont composés de minimum de 60% d'eau. Donc quand on perd un petit peu de la masse musculaire, donc il y a déjà une perte hydrique. Donc il faut compenser cette perte, et, déjà avec le manque de la sensation de soif. Donc il faut faire attention, comme il a insisté le professeur. Avec Saha, il y a ce qu'on appelle chez le sujet âgé, puisqu'il a parlé de la masse musculaire, ce que nous appelons la sarcopénie. Exactement. Donc il y a une perte de la masse musculaire, et la disparition, la diminution de cette masse musculaire a des effets néfastes sur l'être humain. On ne va pas bien sûr parler de tout ce qu'il y a comme effet. C'est pour ça qu'il est important de rester actif, de boire beaucoup d'eau, d'avoir une alimentation saine, surtout mais aussi pour les personnes âgées. Voilà. Alors, pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Parce qu'en fait, l'eau, c'est un élément indispensable pour se bien détoxifier. Oui, justement. Donc, il est important de boire si on veut bien se détoxifier, mais comment reconnaître une personne, on va dire, qui est encrassée? Ou quand notre corps s'encrasse, on va dire entre parenthèses, qu'il faut le détoxifier. Quels sont les symptômes ou les sensations qu'on peut avoir? Premièrement, il y a la fatigue. Une fatigue chronique, c'est dû généralement à un excès de dépôts, bien un excès de toxines qui sont accumulées dans le corps. Et si on parle de toxines, il y a surtout les métaux lourds. Donc les métaux lourds, on les trouve sous forme de déchets, d'éléments constituant des aliments beaucoup plus ultra transformés. Donc de temps en temps, il faut se détoxifier par plusieurs mécanismes. Parmi les mécanismes, il y a le jeûne, il y a l'activité physique. Donc la sueur, ça élimine un petit peu des toxines. Il y a des nutriments qui aident, qui boostent un petit peu le corps à éliminer ce genre de toxines. Donc voilà, il y a la fatigue, il y a quelques signes qu'on peut les voir au niveau du visage.
il y a la sécheresse, le teint qui est terne, aussi. La mauvaise haleine aussi. Aussi, l'anxiété, donc tout cela, donc ça nous donne une estimation sur l'état global de la personne. D'accord, très bien. C'est-à-dire juste le point le plus important, ce qu'il a. Donc, c'est-à-dire, on prend l'exemple de la personne âgée. La personne âgée n'a pas ces signes. C'est-à-dire, ce qu'il a, monsieur, c'est surtout la personne adulte. Parce que ce qu'on constate chez la personne âgée, c'est qu'il y a des signes parfois qui sont en quelque sorte, qui vont nous poser des problèmes dans le sens où il ne va pas dire voilà ce que j'ai cette sensation. Donc nous, chez les personnes âgées, on arrive avec des déshydratations importantes parfois. C'est-à-dire des signes préliminaires, mais parfois avec des déshydratations importantes. Si le patient arrive chez nous avec d'un pli qui existe, avec ce qu'on appelle la sécheresse buccale, avec des yeux qui me exorbités, donc ça nous pose un problème. Et puis il y a ce qu'on appelle la diminution des urines, ce qu'on appelle l'oligurie. Tous ces signes qui nécessitent donc un apport important de notre part et qui ça nécessite parfois une hospitalisation et un apport externe de là. Il y a aussi la fièvre. De temps en temps, la personne peut présenter chez nous avec une fièvre. Et à partir de la fièvre, on peut se retrouver devant une déshydratation. Donc, il y a un problème très important, c'est cette frange de la population qui nécessite une attention particulière en ce qui concerne la déshydratation. C'est justement des personnes à risque qui doivent être entourées. Et en général, quand une personne est seule, âgée, seule avec des maladies aussi chroniques, c'est une personne qui ne devrait pas aussi jeûner, surtout avec les maladies chroniques, avec l'âge et le fait d'être seule. Donc il faut les accompagner, être avec eux pour faire attention à leur santé aussi, surtout pendant le mois sacré de Ramadan. Et en parlant de jeûne justement, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur les bienfaits du jeûne, les bienfaits qui ont été prouvés. Il y a beaucoup de bienfaits, on le sait, à condition qu'il soit fait correctement aussi ce jeûne. Donc oui, docteur. Alors il y en a assez de bienfaits justement du jeûne, surtout entre parenthèses islamique, parce que ça diffère du jeûne intermittent occidental, ou bien parce qu'il y en a plusieurs types de jeûne. Il y a le jeûne thérapeutique, il y a le jeûne amaigrissant, il y a d'autres types de jeûne. Et donc du coup le jeûne, quand on parle du jeûne islamique, donc de ne pas boire ni de manger durant une moyenne de 12 à 14 heures. Donc en fait, parmi les avantages, c'est qu'on va en fait forcer notre corps à s'alimenter de lui-même. Comment? Donc il y en a des déchets alimentaires et organiques qui sont accumulés un petit peu, beaucoup plus surtout dans l'intestin. L'intestin grêle, et puis donc le corps il va s'alimenter de ces déchets-là. Et puis on va un petit peu équilibrer, c'est l'homéostasie organique, donc on va équilibrer un petit peu la flore intestinale, sans rien manger, sans rien boire. Donc c'est un process naturel, en fait, et quand on aura un déséquilibre du microbiote, ce qu'on appelle, c'est des bactéries qui sont présentes dans notre intestin, voilà. Donc la plupart des gens, ils sont en dysbiose, c'est-à-dire ils ont des déséquilibres entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Généralement, c'est les mauvaises bactéries qui dominent. Donc le jeûne va aider à ce que le microbiote se stabilise. D'accord. Très bien. Ça booste plus le système immunitaire. En fait, ça fait alléger un petit peu l'organisme pour qu'il se concentre beaucoup plus au corps étranger, aux bactéries, aux virus, aux infections. Donc il aura il aura une réaction plus forte, une réaction immunitaire plus importante, plus spécifique aussi. Et pour certains, c'est difficile aussi, les premiers temps de jeûner, ils se retrouvent avec des maux de tête, ils se retrouvent avec une fatigue intense. Et c'est dû à quoi? C'est la détoxification ou il y a aussi d'autres facteurs? Oui, il y a une partie de la réponse liée à la détoxification, parce que en fait, c'est une adaptation. La détoxification lors des premiers jours de Ramadan, c'est une adaptation. Et puis, il y a d'autres process. Donc, il y a, par exemple, les problèmes d'addiction au sucre, au café, surtout les premiers jours, le manque d'eau. Donc, c'est c'est une phase d'adaptation. Même si on peut l'avoir surtout chez les personnes addictes au café, surtout au sucre. Et la plupart des gens, ce n'est pas le café qui pose le problème, c'est le sucre. C'est le sucre. Donc on est trop addict au sucre. Et puis le sucre, c'est-à-dire le taux d'addiction au sucre, il est plus important que
celui d'autres molécules toxiques ou bien. Donc il faut faire attention. Ça se prépare, Ramadan. Ça se prépare. On essaie d'adapter son corps une semaine, voire un petit peu plus, 10 jours à l'avance, en diminuant un petit peu le sucre, en diminuant un petit peu les doses de café pour ne pas se retrouver avec cette première. Parce que pour beaucoup, la première semaine est très difficile. Voilà. On est un peu sur les nerfs parce qu'on n'a pas pris notre café du matin. Notre dose de sucre, on ne fait pas souvent le lien avec le sucre parce qu'on ne pense pas forcément que ce soit une drogue, parce que finalement, c'est une drogue. C'est plus importante. Voilà, le sucre et le sel, oui. Que la drogue. Donc voilà. Et puis il y a par exemple le prophète, il nous a éduqués à à passer à une phase d'adaptation avant Ramadan. Oui. Il a jeûné, donc il a souvent jeûné avant Ramadan, durant Sha'ban. Donc c'est une phase d'adaptation physiologique, mais c'est biochimique pour notre corps, pour entamer le mois de Ramadan. Oui, voilà, et même si les athlètes, si on parle un petit peu de la nutrition sportive, on recommande les athlètes d'élite, professionnels de l'équipe nationale et tout, de jeûner un jour sur 2, un jour sur 3 avant Ramadan, pour préparer la physiologie et pour entamer Ramadan sainement. Voilà, sainement. Exactement. Et on parle de sucre et l'addiction au sucre, et on sait très bien que le sucre est aussi, je ne dirais pas à la base, mais il provoque aussi des inflammations. Et on parle aussi aujourd'hui d'inflammation. Quel est le lien entre le sucre et les inflammations? Je veux juste rebondir sur l'adaptation. Parce qu'il y avait des études qui ont été faites, la période, ce qu'on appelle les 3 périodes. On a remarqué que les 10 premiers jours, il y a une période où la personne éprouve des difficultés, ce que vous avez cité, le problème des maux de tête, le problème de la fatigue. Et puis il y a la deuxième période, la 10e jour, à partir entre 10 et 18 jours, où la personne reprend ses forces. Et en fin de compte, les 10 derniers jours, la personne, en fin de compte, elle passe, je passe des moments très agréables. C'est ça ce que les études ont montré. C'est-à-dire, nous avons les 10 premiers jours et puis les autres jours. Donc, c'est la période d'adaptation de l'être humain. Est-ce que ça a été soulevé? Ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire, la personne retrouve sa nature, ce qu'elle avait auparavant, parce que nous avons quelque chose de très important, c'est la grande et la formidable adaptation du corps humain à toute situation. Pour cela, on se retrouve les premiers temps dans des difficultés, mais après, la personne se retrouve dans des situations presque naturelles. Pourquoi? Parce qu'il y a une adaptation du corps humain. En ce qui concerne le processus inflammatoire, il a attiré l'attention des auteurs presque à partir des années 80, lorsqu'ils ont remarqué qu'il y a chez nous, chez l'être humain, il y a toujours un pourcentage d'inflammation qui est en quelque sorte naturel, parce que lorsque je reçois ce qu'on appelle la quadrithérapie de Virchow, lorsqu'on reçoit un coup, l'organisme essaye donc de s'organiser et de répondre à cette agression, qu'elle soit virale, microbienne ou chimique, etc. Mais elle devient pathologique lorsque le corps ne peut pas donc faire face à cette aggravation. C'est pour cela que nous avons toujours des micro-inflammations au niveau, donc n'importe quel organe peut avoir ce qu'on appelle la micro-inflammation. Cette micro-inflammation, elle est en quelque sorte aggravée par le sucre. C'est pour cela qu'il y a un soubassement chez l'être humain. Une inflammation, c'est une forme, on dit, de protection contre toute agression, mais lorsqu'il y a des difficultés, nous avons un taux de circuit important, il y a donc ce qu'on appelle donc un problème de cette relation entre une inflammation qui devient très importante et ça cause des problèmes. Donc en quelque sorte, nous avons donc ce qu'on appelle le déficit immunitaire, l'inflammation, et tous ces deux facteurs, lorsqu'ils se surajoutent, ils vont donc nous poser des problèmes pour l'organisme humain. Quels sont les facteurs favorisant l'inflammation? Les facteurs, bien sûr, les facteurs microbiens d'abord. Nous avons donc les facteurs microbiens. En seconde position, nous avons les facteurs vasculaires. Et en troisième position, nous avons les facteurs immunitaires. Parce que nous avons ce qu'on appelle les facteurs immunitaires, principalement ce qu'on appelle les pro-inflammatoires, ce qu'on appelle les interleukines. Nous avons ce qu'on appelle les TNF, les Tumor Necrosis Factors. Tout cela donc favorise en quelque sorte, lorsque vous avez une inflammation, et s'il y a
un déséquilibre, parce que nous avons ce qu'on appelle les facteurs pro-inflammatoires et les facteurs qui luttent contre l'inflammation. Et lorsqu'il y a un déséquilibre entre ceux-là, c'est-à-dire une partie qui prend le relais sur l'autre, automatiquement, donc, nous avons donc la situation est très complexe au niveau de l'organisme humain. C'est-à-dire nous avons une multitude de facteurs qui essaient en quelque sorte d'équilibrer l'organisme. Et lorsqu'on a un déséquilibre entre ces différentes formes, nous avons donc une partie qui prend, c'est-à-dire une partie qui va prendre le dessus sur l'autre. Nous avons cité par exemple l'exemple le plus typique qu'on soulève, ce qu'on appelle donc les infections qui existent au niveau de l'intestin et ils entraînent une déstabilisation, voilà. Donc en fin de compte du microbiote. Et là, ça entraîne donc ce qu'on appelle une dysbiose, et ça entraîne donc automatiquement les petites particules microbiennes vont passer à travers la muqueuse intestinale, et elle va donc entraîner, donc elle va se déverser sur l'organisme, et ça va entraîner donc des maladies. Quel type de maladie on peut en citer? Beaucoup de maladies. On va citer un exemple le plus simple. Voilà, l'exemple le plus simple, c'est ce qu'on appelle les colites inflammatoires. Le deuxième exemple le plus simple, c'est les personnes qui présentent par exemple une endocardite, une inflammation, une endocardite, c'est-à-dire une infection au niveau du cœur. Un autre problème, les personnes qui vont présenter un problème au niveau du foie. Un troisième problème, les problèmes qui peuvent présenter ce qu'on appelle un processus inflammatoire au niveau donc du cerveau, ce qu'on appelle les encéphalites. Et on a l'exemple le plus simple, le plus typique, lorsqu'on fait une infection au niveau donc cutané. Parce que lorsqu'on parle du microbiote, le microbiote existe, chaque organe a son propre microbiote. Au niveau donc du nez, au niveau donc des oreilles, au niveau des yeux. Et puis nous avons aussi le microbiote au niveau donc, lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de la paroi cutanée, la personne va présenter un furoncle. On va présenter par exemple une petite plaie. Et cette plaie, si elle est ouverte, elle permet l'introduction des microbes. Et s'il y a une introduction du microbe, nous avons une infection. Donc s'il y a un équilibre, c'est pour ça que nous avons donc une cicatrisation. C'est un équilibre entre ce qu'on appelle le processus inflammatoire et le processus anti-inflammatoire. Et nous avons ce qu'on appelle des particules qui essayent de cerner, ce qu'on appelle les macrophages, qui essayent de cerner cette microbe. Ils essayent de le détruire, et puis nous avons une cicatrisation. Donc au début, les auteurs, ils parlaient du microbiote uniquement au niveau intestinal. Mais avec le temps, on a compris, en fin de compte, que le microbiote se retrouve partout. Très bien. Notre mode de vie aussi actuel est, on va dire, pro-inflammatoire, notre façon de vivre. Pendant le Ramadan, surtout pendant le Ramadan, le manque de sommeil, une alimentation riche en gras, en sucre. Donc notre mode de vie aussi joue dans cette inflammation. Notre nutrition aussi est pro-inflammatoire. Vous êtes d'accord, docteur? Oui. Il y a si on parle de l'inflammation nutritionnelle, il y en a plusieurs agents, plusieurs aliments contenant des molécules, des substances pro-inflammatoires. Et puis, on les trouve généralement. En fait, ça n'existe pas un aliment naturel qui est inflammatoire. D'accord. Donc tout ce qui est ultra transformé. Exactement. Donc transformé ou bien ultra transformé, l'ultra transformation, c'est l'introduction de plusieurs process industriels pour changer carrément et la texture et les qualités organoleptiques et nutritionnelles de l'aliment. Donc on passe à un aliment naturel, à un aliment emballé. Voilà, qui dure en plusieurs qui ne périme pas, voilà, donc il faudrait se poser des questions. Voilà, et puis donc il y a des agents. Parmi ces agents-là, on les trouve sous forme d'additifs, de conservateurs, de colorants, et il n'y a pas que ça, il y a les molécules toxines qui peuvent entrer dans notre corps via l'inhalation, l'alimentation, qui n'est pas assez saine. Et donc, c'est-à-dire les sources de contamination, il y en a plusieurs sources. Sont variées. Et voilà, donc, et tout cela, donc ils vont être installés au niveau de notre intestin beaucoup plus. L'estomac, il est un petit peu protégé parce qu'il y a une acidité très forte. Il est très forte, qui élimine tout, mais dans les intestins, c'est là où il y aura un chamboulement.
des passages de ce genre de molécules. Voilà. Mis à part la nutrition, il y a aussi le stress qui est pro-inflammatoire, le manque de sommeil quand on n'a pas un sommeil régulier, et surtout pendant le mois sacré de Ramadan. On sait que le sommeil est déréglé. Il y a aussi les maladies. Il y a aussi les maladies, oui. C'est-à-dire, une personne normale, ce que vous avez cité, comme effet néfaste sur l'organisme, mais on a aussi les maladies. Oui. Parce que ce que nous vivons actuellement, une augmentation du nombre important de maladies qui en fait déséquilibre le corps. Il y a des maladies. Maintenant, presque toutes les maladies ont un soubassement inflammatoire. Toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas un soubassement inflammatoire. Ça, c'est tout à fait naturel. Avant, on croyait, par exemple, le diabète, on croyait que c'était un problème uniquement endocrinien. Et puis, on se retrouve avec une maladie qui, en fait, a un soubassement vasculaire et un soubassement inflammatoire. Avant, on croyait que la personne qui avait des colites inflammatoires, ce qu'on appelle le côlon nerveux, on croyait que c'était un problème uniquement moteur, un déficit ce qu'on appelle les récepteurs calciques. Et puis on se retrouve avec des micro-inflammatoires au niveau donc, du côlon. Donc tout cela nous incite à dire ce que vous avez cité, le stress, le problème donc, du manque de sommeil, tout cela en plus des maladies. Donc la personne elle-même, elle a des maladies. C'est-à-dire si j'ai une hypertension artérielle, c'est que je suis malade. C'est un facteur de risque. Si j'ai un diabète, c'est un facteur de risque. Alors si j'ai d'autres maladies, une pathologie cancéreuse. On sait que la pathologie cancéreuse, elle a un soubassement inflammatoire important. Si on prend la personne qui a un problème hépatique, ce qu'on appelle l'insuffisance hépatique, la personne qui a une insuffisance du cœur, la personne qui a une insuffisance rénale, la personne qui a ce qu'on appelle les phlébites avec les thromboses veineuses. La thrombose veineuse, on sait qu'il y a un soubassement inflammatoire très important. Et justement, pour ces personnes-là, ce n'est pas toujours conseillé ou autorisé de jeûner. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas poser la question de cette manière. C'est-à-dire, il ne faudrait pas poser cette question parce qu'il y a un problème, c'est-à-dire, il y a ce qu'on a, nous, en tant que médecins, c'est-à-dire, il y a la médecine, il y a le social, il y a le religieux. Oui. C'est-à-dire, ici, nous, par exemple, on a fait des études où on essaye de voir les personnes qui sont hospitalisées, qui ont des maladies. Et ces personnes ont trouvé un nombre non négligeable de personnes qui jeûnent, malgré leur hospitalisation. Vous avez l'exemple typique du diabétique. Oui. Il est diabétique, et puis il jeûne. Vous avez l'exemple typique de la personne qui a un problème ulcéreux. Il jeûne. Donc là, il ne faudrait pas voir la question, si je suis malade, je ne peux pas jeûner. Donc parce qu'il y a ce qu'on appelle actuellement le développement prodigieux de la médecine. On va être un petit peu simpliste. Une personne qui a une hypertension artérielle, elle peut jeûner, c'est tout à fait naturel. Mais si elle est dans une période aiguë, elle fait un AVC. Une personne qui a une insuffisance cardiaque qui nécessite donc une hospitalisation et une mise sous perfusion. On sait très bien que c'est vrai qu'on conseille à ces personnes, toujours les professionnels de santé conseillent justement à ces personnes qui ont des pathologies, que ce soit le diabète, l'hypertension, ou quand ils sont dans une maladie aiguë. Dans une situation aiguë, on leur conseille de ne pas jeûner, mais souvent, ils n'écoutent pas vraiment les conseils des médecins parce que pour eux, c'est trop sacré. C'est vraiment sacré, le mois sacré de Ramadan, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Mais le médecin est toujours là pour accompagner ce patient, pour que même s'il jeûne, pour lui donner des conseils par rapport à quel moment rompre le jeûne si ça ne se passe pas comme il se doit, pour l'accompagner, pour savoir comment il doit jeûner, comment il doit s'alimenter après le jeûne, comment il doit prendre ses mesures, que ce soit de glycémie ou de tension ou autre. Donc il y a un lien qui se fait aussi entre le médecin traitant et le patient qui est très important. Il y a un point très important que vous avez soulevé. Par exemple, récemment, et presque depuis 4 ou 5 ans, nous avons ce qu'on appelle la semaine des maladies chroniques, organisée par le ministère de la Santé. Oui. Et puis, il y a les malades eux-mêmes, c'est-à-dire les patients, c'est-à-dire généralement, qui posent un problème, c'est les malades nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux patients. Les nouveaux patients, de nouveau, c'est eux qui nécessitent un accompagnement très important. Mais ceux qui ont un passif avec le diabète, avec l'hypertension, avec une insuffisance rénale, en quelque sorte, ils ont toujours un contact avec un médecin. Ils connaissent leur maladie, ils connaissent leur traitement. Et puis il y a le développement prodigieux actuellement des médicaments, puisque nous avons des médicaments, ce qu'on appelle la libération prolongée, qui restent parfois 24 heures et 36 heures. Nous avons par exemple des insulines actuellement, avec la nouveauté des insulines, lorsqu'on les injecte, il reste 36 heures.
avec la nouveauté, une autre qui va être mise sur le marché une fois par semaine. Donc il y a toute une transformation des médicaments. Nous, ce qu'on conseille toujours à nos patients, c'est de rester en contact permanent avec notre médecin, avec leur médecin, essayer de discuter avec ce médecin avant le ramadan et essayer de trouver, entre guillemets, une solution pour passer un ramadan dans les bonnes conditions. Oui, parce que si, justement, quand le jeûne n'est pas encadré par un professionnel de santé, enfin par le médecin traitant. Beaucoup changent de médecin justement avant l'approche de Ramadan pour justement demander est-ce que je peux jeûner, j'ai un diabète, j'ai ceci ou cela, parce qu'ils savent très bien que leur médecin traitant va leur déconseiller de jeûner. Mais le souci qui se pose, même si Ramadan se passe très bien pendant tout le mois, il n'y a aucun souci, c'est après Ramadan souvent que les soucis apparaissent, on va dire. C'est-à-dire, il y a des études qui sont faites. Oui. En ce qui concerne le ramadan et les pathologies. Oui. L'exemple le plus édifiant, par exemple en Algérie, il y avait des études sur le ramadan et l'ulcère. Il y a des études actuellement, par exemple des sociétés savantes internationales, ils ont un chapitre diabète et ramadan. Oui. C'est-à-dire c'est des gens, parce qu'ils savent que c'est un phénomène social dans les pays donc, musulmans, ils essaient donc de discuter. Et ce qui est bien, ce sont nos compatriotes qui se déplacent dans ces congrès et qui nous donnent des informations. Il y a des travaux qui sont faits, des publications entre le ramadan et les maladies. Donc je pense que nos médecins, ils ont un savoir sur ces pathologies. Ce n'est pas comme avant. Et le deuxième point, le plus important, c'est les patients eux-mêmes. Oui. On remarque que les patients, ce n'est pas les patients d'avant, parce qu'il y a un certain niveau, donc ils comprennent les choses. Ils lisent. Ils sont plus réceptifs. Ils sont plus réceptifs. Oui. Ils écoutent. Donc je pense qu'actuellement, nos médecins et nos patients, on arrive donc à gérer ces situations. Très bien. Alors, un dernier conseil, professeur, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. Alors, je rappelle votre professeur Moustapha Benavar, vous êtes chef de service en médecine interne à l'hôpital de Rouiba. Un dernier conseil justement pour les téléspectateurs par rapport au jeûne et Ramadan? En toute sincérité, parce que j'ai plus à dire que ce que notre journaliste a dit. Elle a tout résumé, en toute sincérité. Moi, j'étais content en écoutant donc le reportage de notre journaliste. C'était vraiment très bien fait et très clair. Très bien, voilà. Merci. Merci. Et Dr Nasreddine Ben Abdeslam, alors vous êtes docteur en nutrition et pathologie, justement. Un dernier conseil pour les téléspectateurs? Alors, je vous le dis en résumé, mais il faut être bien encadré, surtout pour les pathologies. On le dit souvent, ça nécessite en fait une prise en charge multidisciplinaire pour stabiliser une pathologie du Ramadan. Donc voilà, on peut jeûner, des fois on ne peut pas, mais il y a toujours des solutions. Donc voilà, grâce à la séance, bien sûr. Oui. Voilà. Merci, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis jusque-là. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de revenir dans ce studio. Il me manquait quand même un petit peu. Alors, je vous souhaite saha ftorkum. Et puis, à la prochaine. Au revoir.